Bonjour Monsieur Benito. Bonjour, c'est Salomon. Monsieur Benito, directeur Valenciennes de KPMG. On est ici pour parler un petit peu de la fiscalité IR-IS et notamment le passage de l'IR à l'IS. Je voudrais un petit peu que vous fassiez un petit rappel déjà sur ce que c'est et sur les risques qui sont inhérents dans ce passage. Oui, alors c'est assez simple de principe. Quand vous créez une société civile immobilière, la location nue est automatiquement taxée à l'impôt sur les revenus, donc en revenus fonciers. Ça, en fait, en réalité, que vous soyez en société civile immobilière ou en nom propre, il n'y a pas de sujet, c'est la même fiscalité. La société civile immobilière ne vous procure pas d'avantages fiscaux à court terme sur la fiscalité des revenus fonciers. Au contraire, la société civile immobilière a plutôt un avantage patrimonial et successoral futur. La question, c'est lorsque vous avez des biens dans une société civile immobilière initialement loués nus, où vous êtes amené à transformer certains logements en meublés, ou vous avez acheté un immeuble en location nue, et au bout de 3, 4, 5 ans, vous venez à faire d'autres investissements avec la même société civile immobilière, et ces investissements sont acquis dans un but de faire du meublé. Il faut faire attention, c'est que en principe, la location meublée est une activité civile, mais sur un plan fiscal, c'est une activité commerciale. Et comme c'est une activité commerciale sur un plan fiscal, votre société civile immobilière ne peut plus être à l'impôt sur le revenu. Elle est automatiquement taxée à l'impôt sur les sociétés. Alors, je devrais quand même nuancer mes propos, puisque quand je dis automatiquement, il y a une tolérance administrative qui dit lorsqu'une société civile immobilière perçoit des loyers de locaux meublés, si ces loyers provenant de la location meublée ne dépassent pas 10% de l'ensemble des loyers, vous pouvez rester en impôt sur le revenu. Alors attention, vous restez en impôt sur le revenu, mais là, votre société civile immobilière, elle va faire une déclaration où elle va déclarer une partie des résultats générés en revenus fonciers en revenus fonciers, et la partie moins de 10% des loyers sera déclarée en bénéfices industriels et commerciaux, mais en impôt sur le revenu. Si jamais, si jamais vos loyers issus de la location en meublé dépassent donc les 10% de l'ensemble des loyers, là, automatiquement, il n'y a aucune tolérance. L'administration fiscale dit que votre société est taxée automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Et donc, que se passe-t-il quand on bascule de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés? Vous avez deux possibilités. Soit vous considérez que vous voulez taxer la plus-value latente qui existe sur votre immeuble, et donc l'administration fiscale vous dira tu me déclares la plus-value latente et tu repars sur de nouvelles bases au niveau de ta fiscalité impôt sur les sociétés. Ça peut être vrai par exemple si vous avez détenu le bien par exemple depuis plus de 22, 23, 22 ans. Vous savez que quand vous êtes à l'impôt sur le revenu, après 22 années de détention, vous êtes exonéré de la plus-value à 19%. Et après une détention de 30 années, vous êtes exonéré au niveau de la CSG. D'accord ? Donc vous pourriez par exemple avoir un bien qui est détenu depuis plus de 22 ans, et après, pour X raison, on bascule à l'impôt sur les sociétés, vous pourriez le déclarer, puisque de toute façon, cette plus-value serait automatiquement exonérée. D'accord ? L'autre cas de figure, c'est quand on a un risque d'avoir une fiscalité au moment du passage de l'impôt sur le revenu sur l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale vous dit dans les 60 jours, tu dois me envoyer un bilan de clôture et un bilan d'ouverture qui reprendront les mêmes valeurs. Et donc là, puisque tu reprendras les mêmes valeurs, tu partiras sur une nouvelle base au niveau de l'impôt sur les sociétés. Néanmoins, les amortissements qui auraient dû être constatés antérieurement, comme si ma société avait toujours été en impôt sur les sociétés, je n'ai pas le droit de les déduire. Je ne peux déduire que les dotations d'amortissement issues de la location taxée à l'impôt sur les sociétés sur la durée restante à écouler d'amortissement. Donc, pour conclure, souvent on passe au meublé quand on passe à l'IS quand on passe sur du meublé. Généralement, c'est mieux de le faire sur des SCI qui sont jeunes, des SCI à l'IR qui sont jeunes. On peut le faire aussi quand les revenus de la SCI sont tellement importants que pour éviter une fiscalité, notamment dans le cadre de BNC, qui est sur une TMI à 40% avec la CSG à 17,7%, ça permet de passer une fiscalité à 30 ou à 15. Alors en réalité, oui. Là, l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur les premiers propos de votre question, c'était on n'a pas choisi de basculer à l'impôt sur les sociétés parce qu'on dépassait donc la tolérance administrative et on faisait du meublé dans ma société civile immobilière. Et donc là, je n'avais pas le choix. C'était automatiquement un basculement.
Là, effectivement, la deuxième question que vous mettez en œuvre, c'est plutôt de dire mais je peux effectivement, à titre individuel, choisir de basculer à l'impôt sur les sociétés. Donc, la règle est identique de celle que j'ai exposée tout à l'heure, c'est-à-dire dans les 60 jours, j'envoie un bilan de clôture et d'ouverture. Effectivement, lorsque vous commencez à avoir une taxation à une tranche marginale d'imposition, et c'est là où j'invite les personnes qui vont voir cette vidéo, c'est de bien connaître sa tranche marginale d'imposition. En réalité, quand vous voulez faire de la défiscalisation, optimiser votre impôt sur revenu, il y a deux paramètres que vous devez connaître et malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Pour quelle raison ils ne connaissent pas? Parce que l'administration fiscale, quand elle vous envoie votre avis d'imposition, elle ne communique pas ces deux paramètres. Et je vais vous les donner, les deux paramètres. Le premier paramètre, c'est effectivement de connaître son taux marginal d'imposition. Vous savez que vous avez 0, 11, 30, 41, 45. Ça, c'est important de connaître son taux marginal d'imposition. Le deuxième point important à connaître, c'est oui, je connais mon taux marginal d'imposition, mais ce qui est important également, c'est de connaître quel est le disponible, ce qu'on appelle un disponible fiscal, avant de basculer à la tranche supérieure ou pour revenir à la tranche inférieure. Ça, c'est important. Et effectivement, quand vous êtes sur des professions libérales qui peuvent être amenées très facilement à être taxées à une tranche marginale, un taux marginal de 41 ou 45%, la réflexion d'éventuellement basculer certains revenus fonciers logés dans une société civile, et c'est là, je reviens sur mes propos de tout à l'heure, c'est quand on est en société civile, on a la possibilité effectivement de basculer en impôt sur les sociétés. Quand vous détenez des biens en propre, vous n'avez jamais cette possibilité de basculer en impôt sur les sociétés. Donc effectivement, la société civile immobilière vous permet d'éventuellement basculer en impôt sur les sociétés. Et là, il y a une opportunité effectivement de se dire, mais dès le départ peut-être, en fait, le problème qui se présente souvent à nous, c'est qu'on vient nous voir après la Constitution. Il n'y a pas eu d'études en amont. Ce qui pourrait être bien, c'est tout de suite, dès la constitution de son patrimoine immobilier, d'en parler à son expert comptable, d'en parler à son notaire, c'est de voir s'il n'y a pas un sujet tout de suite de basculer à l'impôt sur les sociétés. Est-ce qu'il faut rester à l'impôt sur revenu ou basculer à l'impôt sur les sociétés? Nous avons quand même pour habitude de dire que lorsque le bien est destiné éventuellement pour un complément lorsque je partirai à la retraite, il y a sûrement un sujet de préférer d'être à l'impôt sur les sociétés. Parce que la problématique des revenus fonciers, oui, on peut générer un déficit qui, la première année, jusqu'à 10 700 €, vous savez, s'impute sur vos autres revenus. Si vous avez des dividendes, des salaires ou autres revenus, si vous avez généré un déficit foncier jusqu'à 10 700 €, il peut venir réduire la base fiscale. La problématique, c'est qu'en revenus fonciers, surtout les premières années, vous faites un montage qui ne génère pas nécessairement beaucoup de cash. C'est-à-dire, vous avez un emprunt, je vais faire simple, de 800 €. Vous avez loyer et après la taxe foncière, c'est souvent 800 €. Donc, en fait, votre investissement les premières années ne génère pas de cash. Ouais, la problématique, vous ne générez pas de cash et de l'autre côté, vous êtes imposé sur une somme qui n'est pas rentrée dans votre poche. Donc, dans ce cas-là, la réflexion de se dire, est-ce que je n'ai pas un intérêt de basculer ma société civile immobilière tout de suite dès la Constitution à l'impôt sur les sociétés doit être analysée, effectivement. Donc, on est imposé sur le capital remboursé à la banque à 40, si on a une TMI d'un taux à 40, plus 17%. Donc on est imposé sur un cash qu'on n'a pas. C'est bien ça. En revenu foncier, vous êtes imposé sur un cash que vous pouvez être imposé notamment les premières années, sur un cash que vous n'avez pas reçu, parce que si je reprends mon exemple, vous avez un loyer de 800 € et vous avez un remboursement d'emprunt de 800 €, le cash égale 0. Sauf qu'en termes de déclaration fiscale, qu'est-ce que vous allez déclarer les loyers, donc les 800 € x 12. Vous allez peut-être déclarer les honoraires, vous allez déclarer les honoraires d'expert comptable, tout à fait, c'est important d'être bien conseillé. Les taxes foncières, quelques dépenses d'entretien, réparation, amélioration, les intérêts d'emprunt. Mais ça va vous générer peut-être un résultat. Alors qu'en cash, vous ne l'aurez pas perçu dans votre poche. Il y a la différence aussi, c'est qu'on n'a pas d'immobilisation pour écraser les résultats comptables. Alors, effectivement, quand vous êtes taxé à l'impôt sur les revenus, donc au régime des revenus fonciers, comptablement, nous pouvons passer un amortissement. Mais sur un plan fiscal, ça n'existe pas. On ne déduit pas d'amortissement d'immeuble quand on est taxé à l'impôt sur le revenu au niveau des revenus fonciers. Ça veut dire qu'on aurait une fiscalité moindre sur un résultat qui était amorti, donc inférieur. À quel niveau ? Dans le sens où les immobilisations, elles seront rentrées en considération du résultat comptable.
Oui, mais rappelons quand même que c'est une particularité des revenus fonciers, c'est qu'il y a une dichotomie entre la comptabilité et la fiscalité. Je veux dire, c'est une particularité où en règle générale, quand on est en bénéfice industriel et commercial, comme en impôt sur les sociétés, la comptabilité et la fiscalité se suivent, hormis certains articles effectivement qui viendraient à nous dire que certaines charges ne sont pas déductibles. Mais en réalité, en revenu foncier, vous pouvez avoir une charge qui est déductible au niveau fiscal, alors que vous lui aurez donné une autre qualification au niveau comptable. Donc il y a quand même beaucoup d'intérêt à être dans la SCI à l'IS, sauf au moment de la revente. Alors il y a beaucoup d'intérêt, oui, mais encore une fois, il faut se projeter. Parce que comme vous l'avez dit à juste titre, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, en impôt sur revenu foncier, après 22 ans de détention et après 30 ans pour la partie CSG, vous êtes complètement exonéré. De l'autre côté... Vous avez amorti le bien. Ouais, je me souviens plus de votre question en fait. Ouais, la question c'était que dans une SCI à l'IR, on n'est pas taxé sur la plus-value. Oui, pardon. Effectivement, à l'impôt sur les sociétés, effectivement, donc à l'impôt sur revenu, comme je viens de le dire, 22 ans, 30 ans, vous êtes exonéré, 22 ans de la plus-value à 19%, 30 ans, la CSG. J'achète un bien à 100 000, on le revend à 100 000, pas de taxation. En impôt sur les sociétés, bien évidemment, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, dans la réflexion de choisir, de basculer ou lors de la création de tout de suite être un impôt sur les sociétés, c'est est-ce que ce bien, je vais le garder et est-ce que je pense vraiment le garder jusqu'à ma retraite. Alors vous me direz, quand on a 35-40 ans, se positionner à la retraite, une vision retraite, ça peut être compliqué. Peut-être, mais en tout cas, c'est quand même un début de réflexion qu'il faut avoir. Parce que quand je vais vendre le bien, effectivement, et donc ça voudrait dire que je n'aurais pas été tout à fait dans la réflexion initiale, c'est que j'achète un bien qui vaut 300 000 €, je vais dire qu'il s'amortit sur 35-40 ans, en fonction des règles admises par l'administration fiscale. Donc si je vends le bien au bout de 40 ans, comptablement, il aura une valeur de 0. Mais la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur de marché, sera peut-être de 600 ou 700 000 €. Et là, effectivement, je vais avoir deux fiscalités en fait. Je vais avoir une première fiscalité propre à ma société civile immobilière qui, elle, va être taxée sur sa plus-value. Revenu exceptionnel. C'est un revenu exceptionnel, effectivement, c'est un résultat exceptionnel. Prix de vente moins la valeur nette comptable. Le prix de vente qui sera déterminé au jour de la cession, 600, 700 000 €. Valeur nette comptable, dans l'exemple que je viens de prendre, on sera proche de 0. Donc on aura une plus-value très significative qui, effectivement, alors actuellement 28 000 jusqu'à 500 000 €, mais on est sur une base quand même de réduction assez sympathique du taux d'impôt sur les sociétés. Ça, c'est la première fiscalité, celle qui est logée dans ma société civile immobilière. Après, vient s'ajouter une deuxième fiscalité. C'est que l'argent est dans ma société civile immobilière. Alors vous me direz, si je réinvestis cet argent dans d'autres biens immobiliers, effectivement, il n'y a pas de sujet, il n'y a toujours pas de deuxième fiscalité. Quand je parle de deuxième fiscalité, c'est lorsque l'associé va vouloir récupérer le produit de la cession du bien immobilier à titre personnel. Et là, s'offre à lui deux possibilités, en règle générale. La première, c'est soit il se prend un salaire dans la société civile immobilière, puisque ce n'est pas interdit de se prendre un salaire dans une société civile immobilière, ou de sortir en dividende. Et aujourd'hui, effectivement, s'il sort en dividende, la taxation la plus sympathique qu'il puisse avoir, c'est 30%. 12,80 d'impôt sur le revenu et toujours cette taxe, on va dire magique, cette contribution sociale généralisée, la CSG, de 17,20%. Donc, en gros, il y a des gens qui disent que la taxation IR et IS, si on fait une projection sur du très long terme, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire qu'en fonction d'une TMI moyenne, ça correspond environ. L'avantage d'être à l'IS tout de suite, c'est d'avoir un coût d'opportunité plus fort, dans le sens où on n'est pas taxé sur des sommes et ça nous permet de faire d'autres projets. Donc tout ça, ça a l'air assez simple quand on l'explique, okay, mais d'expérience, comment il est possible que lors d'un passage à l'IR à l'IS, on se retrouve par exemple avec un compte courant d'associé débiteur, par exemple de 200 000 € sans, imaginons qu'on a créé cette société il y a quelques années, on se retrouve là, on arrive chez le comptable, on nous dit vous devez 200 000 € en compte courant d'associé. Quels sont les éléments sans avoir pris de cash, parce que faut rappeler aussi qu'avoir un compte courant débiteur dans une société civile, c'est légal, okay, mais d'avoir un compte courant débiteur dans une société civile détenue par une holding type commercial, ça devient illégal. Donc, comment on peut se retrouver en ayant un compte courant, comment on peut se retrouver avec un compte courant d'associés débiteurs détenu par des holdings sans finalement avoir pris de cash, et quelles sont les mesures
ok, qui permettraient ou qui sont nécessaires à comprendre pour éviter ou pour retraiter cette situation pour un particulier. Que ça soit, premièrement, dans le cadre d'un passage à l'IS pour un objet d'augmentation de chiffre d'affaires en passant du meublé dans un local professionnel, par exemple, ou de la location courte durée. Ça peut être un exemple d'augmentation de chiffre d'affaires. D'augmentation de chiffre d'affaires où finalement le meublé est fait assez rapidement après le déficit foncier et donc on est obligé de passer à l'IS. Okay. Ou ça peut être, par exemple, dans la vente d'un bien immobilier, quand on est encore à l'IR, on passe à l'IS au 1er janvier de l'année d'après, on retraite les comptes et on est obligé, par exemple, de faire une assemblée générale. Et là, on se retrouve avec finalement un compte courant débiteur parce qu'on a fait un report dans les capitaux propres et qu'on l'a associé au compte courant. Donc là, j'ai dit beaucoup de mots qui sont compliqués, qu'il va falloir éclaircir. Et comment, en tant qu'expert comptable, vous conseilleriez de gérer cette situation ? Alors en réalité, c'est surtout la problématique du passage de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés. Quand bien même la société civile immobilière soit détenue par une holding ou pas, la problématique c'est de la taxation de l'impôt sur les sociétés. En fait, dans le cas que vous m'aviez exposé quand on s'était vu la première fois, c'est que vous aviez fait des comptes annuels, il n'y a pas de souci. Alors la comptabilité avait plutôt suivi la fiscalité, mais comme je le disais tout à l'heure, en revenu foncier, vous n'avez pas d'obligation, vous pourriez immobiliser certains biens sur un plan comptable, mais sur un plan fiscal, pouvoir les déduire, certaines charges pouvoir la déduire. Encore une fois, si vous avez la qualification pour un bien loué à usage d'habitation, des dépenses d'entretien, réparation, amélioration. Déjà, je rappelle, et pour éviter un peu cet écueil, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que même si vous êtes en société civile immobilière, monsieur, madame, ou avec les enfants, vous avez quand même l'obligation, alors non pas sur un plan fiscal, mais sur un plan juridique, d'établir des comptes annuels. C'est une société civile, c'est une société, donc elle doit établir des comptes annuels. Et elle doit faire une assemblée générale chaque année, déjà. Ce qui n'est pas tout le temps fait, mais une société civile, comme toute société, doit faire une assemblée générale. Et on doit statuer sur les comptes. Pour statuer sur les comptes, idéalement, il faut bien établir des comptes annuels. Ce qui se passe en fait trop souvent, quand nous sommes en société civile immobilière à l'impôt sur revenu, il n'y a peut-être pas la projection de se dire qu'à un moment donné, cette société pourrait basculer à l'impôt sur les sociétés. C'est ce qui s'était passé chez vous quand on s'est vu la première fois. Ce qu'il faut faire pour réduire ce risque, c'est lorsqu'il y a des pertes, l'Assemblée générale ne doit pas décider d'affecter la perte aux associés. Alors, il faut bien expliquer aussi la notion de perte. Parce que souvent, la notion de perte, c'est un petit peu contre-intuitif, mais ce n'est pas une perte en termes de flux de trésorerie. C'est une perte en termes où, à l'IR, on a utilisé le financement pour faire des travaux, et ces travaux sont utilisés en termes de déficit qui vient écraser un compte de résultat. Par exemple, on fait 100 000 euros de travaux, et ces 100 000 euros vont écraser un compte de résultat qui était positif et qui va générer une perte. Donc cette perte, ce n'est pas parce que la société est en négatif, c'est parce qu'en fait, d'un point de vue IR, on a pris l'argent de financement, plutôt que de le retraiter dans un bilan comptable en immobilisation, l'amortir sur plusieurs années, on passe le déficit massivement sur les premières années et on se retrouve avec un écrasement du compte de résultat qu'il va falloir retraiter d'un point de vue du bilan et donc faire passer dans les capitaux propres. Et donc c'est important cette petite nuance, je vous écoute pour la suite. Oui, vous avez raison, mais ce qui est important, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que comptablement, le résultat comptable in fine peut être différent du résultat fiscal que vous aurez déclaré sur une déclaration dite 2072 quand on est en société civile immobilière. Mais ce qui est important, c'est l'affectation de ce résultat. Qu'il y ait un décalage entre mon résultat comptable et mon résultat fiscal, de base, ce n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est quelles décisions les associés ont pu prendre pour que ça se retrouve dans les comptes courants des associés. La seule possibilité, c'est qu'il y ait une assemblée générale qui est dit, voilà, en cas de perte, elle est affectée au compte courant des associés. Parce qu'en principe, dans une société civile, les associés sont censés remettre au pot en cas de perte. Mais s'il n'y a pas de problématique de trésorerie, comme vous l'avez dit à juste titre, il n'y a pas de nécessité de remettre au pot. Donc ce qui est important, c'est que l'Assemblée générale ne décide pas de mettre la perte en compte courant d'associés, c'est que l'Assemblée générale décide de mettre en report à nouveau, c'est-à-dire que voilà, ça reste dans les capitaux propres et lorsqu'on va faire des bénéfices, bien évidemment les bénéfices ne seront pas affectés dans un premier temps aux associés, les bénéfices futurs seront utilisés
pour apurer mes reports à nouveau qui proviennent de pertes antérieures. Donc ça peut paraître très compliqué ce que vous venez de dire, donc je vais juste essayer d'éclaircir. Ça veut dire qu'on a un résultat comptable qui est négatif. Par exemple, on a fait 100 000 euros de travaux, on a 10 000 euros de résultats, donc on va dire on a fait 160 000 euros de travaux, on a 10 000 euros de résultats, on a 2 associés, on distribue 10 000 de revenus fonciers la première année. Jusqu'à là, on est d'accord. Et donc, il y a 130 000 euros qui restent. La deuxième année, on passe à l'IS. Et donc, ces 130 000 euros, il y a un document en comptabilité qui s'appelle le bilan comptable, sur lequel il y a la dette qui est inscrite, dette à long terme, dette à court terme, etc. Et il y a les capitaux propres. Ça veut dire soit les apports des associés, soit les bénéfices non distribués. Ça veut dire que si la société elle fait 10 000, on le reporte dans les capitaux. Soit la société elle fait moins 130 000, on le reporte là. Donc vous, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes en train de parler de ce document-là. Et vous dites qu'en fait, le compte de résultat a été reporté dans le bilan comptable en bénéfices non distribués. Et comme il était déficitaire, ça a été reporté en moins sur le bilan comptable. Parce que là, on est d'accord ou pas? Et qu'ensuite, il y a une assemblée générale qui a été faite. Non. Quand vous avez, de toute façon, le résultat, qu'il soit positif ou négatif, se retrouve toujours à un moment donné dans les capitaux propres. Parce que les capitaux propres, c'est quoi? C'est mon capital, plus ou moins mes réserves antérieures et le résultat de l'année, qu'il soit positif ou négatif. Quand je vous disais tout à l'heure de le basculer en report à nouveau, c'est de laisser en capitaux propres. Et donc là, il n'y a pas de problématique quand on passe à l'impôt sur les sociétés. Oui, on a des capitaux propres négatifs, mais ce n'est pas interdit d'avoir des capitaux propres négatifs quand nous sommes en impôt sur les sociétés. Ouais. Ce qui pose problème dans le cas que vous m'avez exposé, c'est lorsque l'Assemblée générale a décidé d'affecter la perte en compte courant débiteur. Parce que là, en compte courant des associés. Parce qu'effectivement, et là, il y a un point juridique et fiscal qui n'est pas toujours très facile à appréhender. Même l'administration fiscale, aujourd'hui, sa position n'est pas toujours très nette. C'est que en revenu foncier, la société civile immobilière en revenu foncier standard, si vous avez un compte courant débiteur, sur un plan fiscal, ça n'a pas d'impact. Mais quand on est à l'impôt sur les sociétés, bien évidemment, ça a un impact, puisque l'administration fiscale considère qu'en principe, un compte courant débiteur dans une société à l'IS, que ça soit une société civile ou une société commerciale, est une distribution occulte. D'ailleurs, c'est une distribution occulte. Je fais un aparté pour les sociétés commerciales. Si jamais vous avez des personnes qui nous regardent, qui ont des sociétés commerciales, qui pourraient être amenées à avoir un compte courant, j'espère pas trop important, débiteur dans une société commerciale, ce qui est important, c'est que je peux faire mon bilan au 31 décembre 2019 et constater que j'ai un compte courant débiteur de 10, 15, 20 000 euros. Si je suis contrôlé, mais qu'au jour du contrôle, j'ai régularisé la situation, l'administration fiscale ne vous redressera pas. Mais je reviens à ce qui nous concerne. En société civile immobilière, effectivement, si vous avez un compte courant de moins 200 ou moins de 300, et bien évidemment que c'est compliqué pour l'associé de remettre au pot 200 ou 300 000 euros. Et donc l'administration fiscale pourrait être amenée à considérer que le compte courant est un avantage occulte, et donc c'est une distribution de dividendes qui n'a pas fait l'objet d'une validation par l'Assemblée générale. Et donc là, effectivement, il existe un risque, parce que on s'en souvient aujourd'hui, si le contrôle il est dans 10-15 ans et que vous avez toujours votre compte courant, aller justifier qu'il provenait d'opérations lorsque j'étais taxé à l'impôt sur le revenu, ça risque d'être très compliqué. Voilà. Donc pour éviter ça, vous faites une assemblée générale. Alors deux choses. Attendez, juste, je vais rebondir sur ce que vous avez dit qui était très intéressant. Donc, le premier risque, c'est de laisser courir ce compte lors du passage à l'IS et de quelques années plus tard de se rendre compte qu'on a un compte important. Donc la première erreur qui pourrait être faite, c'est que pour chercher, plusieurs erreurs. La première erreur, c'est de prendre ce cash sur les comptes courants d'associés. Ça veut dire plutôt que de le reporter en capitaux propres. Ce n'est pas du cash nécessairement. C'est le résultat comptable qui doit être resté. Plus tard, si 2 ans après ça correspond à un contrôle fiscal, il va falloir le rembourser. Donc ça correspond à du cash. L'administration fiscale partira du principe que vous avez touché du cash alors qu'il n'y a pas eu de décision qui vous a octroyé ce cash. Et effectivement, 10 ans plus tard, c'est difficile de se souvenir que ça provenait d'un basculement d'impôt sur revenu à l'impôt sur les sociétés. D'un point de vue, déjà, il faut savoir que le fait d'avoir des capitaux propres négatifs, ça pose des problèmes pour les remontées de dividendes au groupe. Ben oui, bien évidemment. Bien évidemment. Après, à un moment donné, les dividendes futurs, c'est ce que je vous disais. Vous ne pourrez distribuer que lorsque vous aurez apuré les reports à nouveau débiteurs. D'un point de vue, et là vous allez peut-être pas être d'accord, mais d'un point de vue purement financier, vous avez un bilan comptable. Vous retirez, vous savez très bien que le stock, les comptes clients moins les comptes fournisseurs, c'est égal au BFR. Si la partie droite du bilan, vous retirez des fournisseurs, vous la retirez de la partie gauche, vous obtenez donc immobilisation comptable
et besoin en fonds de roulement, jusqu'à là on est d'accord, qui est financé par les capitaux propres et la dette. Jusqu'à là c'est logique. Une analyse financière exacte. Exact, merci. De toute façon c'est pas opposable. Donc vous prenez du cash à la banque pour acheter des biens dans lesquels vous faites des travaux. Ces travaux rentrent dans le cadre d'immobilisation comptable. Oui, encore une fois. D'un point de vue financier, on est d'accord. Oui, mais que sur un plan comptable. Mais donc financièrement, c'est une aberration de prendre du cash de la banque pour payer des travaux qui sont réellement réalisés et le retirer au capitaux propres. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a l'analyse comptable, il y a l'analyse financière et il y a surtout l'analyse fiscale. Et là, sur un plan fiscal, notamment en termes de revenus fonciers, on n'est pas dans ce raisonnement. Mais qui est un raisonnement puriste. Il n'y a pas de raisonnement financier, BFR, pas de BFR, fonds de roulement, capitaux propres. Dans l'aspect, la règle foncière de base, c'est vous avez des loyers à usage nu, vous les déclarez. Vous pouvez déduire certaines dépenses limitativement autorisées par le Code général des impôts. Stop. Après, comptablement, comment vous avez choisi l'imputation, ça ne jouera pas. Encore une fois, c'est une spécificité, comptabilité, revenus fonciers. Mais je reviens sur ce que je disais, donc le deuxième point. Le premier point, c'est que l'Assemblée générale ne doit pas, dans la mesure du possible, affecter une perte en compte courant des associés. La deuxième possibilité, c'est tout de suite de réfléchir à ce que les dépenses qui, sur un plan fiscal, sont déductibles, est-ce que sur un plan comptable, je peux leur donner la qualification d'investissement, d'immobilisation. Voilà. Et dans ce cas-là, effectivement, la perte comptable sera beaucoup moindre que celle que vous avez pu mettre dans votre exemple, que vous avez exposé tout à l'heure. Voire nul, parce que voire nul, vous reprenez voire nul. Et effectivement, ça vous permettra de limiter le risque, si un jour vous basculez l'impôt sur les sociétés, d'avoir ce compte courant débiteur qui, in fine, peut poser problème. Et donc, dans ce cas-là, c'est la logique d'être accompagné d'un expert pour justement prendre ce report de déficit et de reparamétrer ce déficit en immobilisation comptable. Ça veut dire qu'on revient à idéalement, évitons de revenir à une situation comme elle aurait dû être à l'origine. L'idée de base, c'est dès l'origine, ça doit être fait comme ça. Parce que si on fait passer le prix, il est 1,3 fois plus cher. Pourquoi 1,3 ? Premièrement, une fois en perte, on est d'accord, qui va en plus se répercuter sur les comptes courants d'associés, dans le cas où il y a eu cette erreur, mais surtout, le fait de ne pas avoir mis ça en immobilisation comptable, ça ne vient pas écraser le résultat comptable de la société, donc ça va entraîner une majoration de l'IS de 30%. Donc vous perdez 1,3 fois le montant que vous aurez reporté en capitaux propres. Attention, non, parce que les amortissements qui auraient dû être constatés lorsque j'étais à l'impôt sur les revenus ne jouent pas quand je bascule de l'autre côté. Non, vous n'avez pas compris. Le résultat fiscal, le report, non mais c'est parce que je me suis mal exprimé, c'est à cause de moi, je suis désolé. Donc le report arrive dans les capitaux propres, d'accord. Et donc ça, ce qui est dans les capitaux propres, ça aurait pu être traité en immobilisation comptable dans le bilan. Si ça avait été traité en immobilisation comptable, ça aurait été reporté dans le compte de résultat. Et si le résultat... Mais oui, mais qui se retrouvait in fine dans le capitaux propre. Le résultat se retrouve toujours dans les capitaux propres. Toujours. Mais les résultats se retrouvent dans les capitaux propres, sauf que dans les années futures, au moment donné où ces moins, par exemple ces moins 130 000 ont été passés dans les capitaux propres, s'ils n'avaient pas été passés dans les capitaux propres, ils avaient été passés dans les immobilisations comptables. Chaque année, on aurait par exemple étalé ces 130 000 € sur 10 ans. Donc chaque année, on aurait écrasé le compte de résultat de 13 000. Donc là, on se retrouve, on aurait eu 13 000 € d'écrasement du compte de résultat, plus des capitaux propres négatifs qui ont été débités des comptes courants d'associés. Donc dans ce cas-là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important, c'est... Non. Oui, mais ce qui est important, encore une fois, c'est la reconstitution des opérations telles qu'elles auraient dû être faites dès le départ. C'est-à-dire que vous pouvez amortir sur un plan fiscal des amortissements futurs qui, de toute façon, en termes de revenus fonciers, n'avaient pas d'impact. Mais si on parle d'amortissements nets qui sont quasiment au tout départ, c'est ce qu'on venait d'expliquer, c'est qu'on venait de faire les travaux, on est passé pour une augmentation du chiffre d'affaires. Donc là, cette approche, elle n'a pas de valeur dans le sens où on est sur des amortissements nets qui sont proches de 100%. Ça veut dire que si on a des amortissements nets de 100%, ce que je viens de vous dire, c'est vrai. Ça veut dire que les capitaux propres ont été débités des comptes courants d'associés, et ça n'a pas été utilisé en immobilisation comptable, et donc on n'a pas écrasé le compte de résultat, et donc on se retrouve avec une perte de la valeur des capitaux propres plus
30% de ce qui aurait dû être comptabilisé en compte de résultat. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ok. Pourquoi? Parce que vous partez du principe que vous allez déduire sur un plan fiscal des amortissements sur une durée plus longue, mais en réalité, même au moment du passage, on peut le refaire. Ça. Bon, on va passer ce point parce qu'on On n'est pas d'accord. on n'est pas d'accord, mais je pense vraiment que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Deuxième point, donc en gros, première erreur, attention, ne pas distribuer en compte courant d'associés. Deuxièmement, réintégrer le déficit lors du passage à l'IS en immobilisation comptable. Alors, on ne réintègre pas le déficit. Non, on refait la comptabilité pour... Enfin, on ne refait pas la comptabilité. Dites-moi. C'est ce que je vous dis. C'est le but aussi de la vidéo. C'est d'éviter les erreurs. Donc, les erreurs, c'est dès le départ. Il est conseillé de pouvoir les mettre, ce qui peut être mis en immobilisation, d'être mis en immobilisation, même si sur un plan fiscal, vous pouvez apporter la preuve auprès de l'administration que ça peut être déductible, encore une fois, entretien, réparation, amélioration, quand on a un usage d'habitation. Mais c'est bien ce point en fait qui pose problème. Mais au-delà de ce point de reconstituer des immobilisations ou pas, ce qui est important également, c'est l'acte juridique. L'acte juridique ne doit jamais, en tout cas dans la mesure du possible, affecter une perte dans un compte courant d'associé. Ça évite d'avoir ce problème de compte courant débiteur le jour où je basculerai à l'impôt sur les sociétés. Donc, avant qu'on passe, deuxième point que je voulais évoquer, notamment dans les comptes courants, en fait, notamment sur le passage à l'IS quand il y a eu des ventes, c'est le déficit foncier. Imaginons que voilà, on a des associés qui ont créé un déficit foncier et qui passent au meublé pour augmenter leur chiffre d'affaires. Ouais. Ok. Ce déficit foncier est donc quelque chose qui est venu écraser, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, la tranche marginale d'imposition. Et donc si la personne a impacté 10 700 €, qu'elle est taxée à 40%, elle a donc gagné 40% de 10 700 €. Jusqu'à là, on est d'accord. Sauf que on sait très bien qu'il faut détenir le bien au moins 3 ans ou éviter le changement d'option fiscale. Jusqu'à là, on est d'accord? Parce que sinon, on peut requalifier le déficit foncier. Si maintenant, je vais terminer, si maintenant, on passe en meublé, en location par exemple, meublé courte durée dans un local professionnel, okay, si on passe à ça, on va passer dans une option IS. L'IS, finalement, cet argent qui est utilisé pour déduire sur la tranche marginale d'imposition des personnes, il serait réintégré. Il serait réintégré et donc il serait retaxé à finalement un IS à 30%. Donc, pour respecter le législateur, à savoir passer à une location meublée, respecter le passage IS dans le quota de la SCI, comme vous l'avez expliqué, on pourrait dire oui, mais vous avez fait un déficit foncier, monsieur. Nous, on pourrait répondre on a fait un déficit foncier parce qu'on cherchait à augmenter le résultat comptable de la société. C'est pour ça qu'on est passé à l'IS. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire oui, mais vous avez cet argent que vous avez déduit, que vous n'auriez pas dû déduire. Mais finalement, cet argent va être réintégré dans le déficit ou dans les immobilisations comptables qui vont avoir un impact sur un IS à 30. Et donc, finalement, on aura un différentiel de 10. Et donc, on pourrait dire ça, mais si on est vraiment à cheval sur la législation, finalement, qu'est-ce que vous en pensez de cette approche? Alors, ce qui est important, effectivement, c'est lorsque j'ai imputé un déficit foncier sur d'autres revenus dits catégoriels, donc des salaires, des dividendes, d'autres BIC, BNC, BA, agricole. Ou agricole, bien évidemment, je suis censé encore louer 3 ans le bien. Si jamais dans les 3 ans, et là ça vaut quand je suis à l'impôt sur revenu, si dans les 3 ans je cède le bien, effectivement je suis censé faire une déclaration d'impôt rectificative puisque j'ai imputé sur mes autres revenus un déficit alors que le bien je ne l'ai pas gardé en location encore 3 ans. Ça c'est la règle de base. Indépendamment de l'option fiscale. Pardon? Indépendamment de l'option fiscale. Non, là je parle dans un premier temps Oui. quand je suis à l'impôt sur les revenus fonciers, que j'ai fait un déficit. Ce déficit, comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 10 700 €, il peut s'imputer sur l'année où je l'ai créé, il peut s'imputer sur mes autres revenus catégoriels. Mais cette possibilité d'imputer ce déficit sur mes autres revenus catégoriels m'engage en principe à louer encore 3 ans ce bien. Si jamais dans les 3 ans je venais à vendre, à céder ce bien, effectivement je dois censé me faire connaître devant l'administration fiscale, refaire une déclaration d'impôt pour dire, voilà, en fait, j'ai imputé un déficit foncier sur mes autres revenus dits catégoriels, donc un salaire, BNC, BIC, BA, mais je n'ai pas gardé le bien 3 ans. Donc Pas les parts. Le bien. Ok. Le bien. En revenu foncier, de toute façon, la fiscalité est toujours faite au nom de l'associé. Et donc la vente est également faite au niveau de l'associé.
En réalité, quand on bascule à l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas de remise en cause du déficit qui a été, comment dirais-je, imputé sur mes revenus dits catégoriels. La seule difficulté qui va se poser, c'est qu'on a créé éventuellement un déficit foncier reportable, d'accord? Mais si mes biens immobiliers sont maintenant taxés à l'impôt sur les sociétés, j'ai peut-être un stock de déficit foncier qui, en principe, j'ai 10 ans pour les imputer, mais sur des autres revenus fonciers. Si je bascule mes revenus fonciers, mes biens immobiliers en impôt sur les sociétés, je me retrouve in fine avec un stock de revenus fonciers qui sera perdu, mais de facto parce que je n'aurai plus d'autres biens immobiliers taxés en revenus fonciers qui vont me permettre d'imputer ce stock de déficit. D'où l'intérêt de la précédente discussion de requalifier ce déficit foncier parce que en immobilisation comptable. Mais ça n'aura pas d'impact, ça. Ça n'aura pas d'impact. Si, parce que... Non, dans les deux côtés, ça n'aura pas d'impact. Pour quelle raison? Mais que j'ai traité, je vous ai dit, la fiscalité ne suit pas la comptabilité en revenus fonciers. Donc j'ai pu prendre... Mais des travaux de peinture, par exemple, ça va être un déficit foncier. Oui, c'est des entretiens, Et réparations, quand on passe à améliorations. l'IS, c'est un amortissement comptable. Bah non, pas là. Non. Là, non, les travaux de peinture, comptablement, ou à l'IS ou à l'IR, ce sera toujours une charge. Ce serait jamais un amortissement. Les travaux de peinture, non. Ou alors, il va falloir que... Non, ok. C'est plutôt de l'entretien de la peinture. Et ça, on ne peut pas expliquer que ce report, en fait, on le transforme en immobilisation comptable. Parce que finalement, je reviens à mon analyse purement financière, mais ça, généralement, en immobilier, les travaux et les biens sont financés par la dette. Encore une fois, que vos travaux de peinture, vous les ayez financés à titre personnel ou par un emprunt bancaire, ça ne jouera pas. Il faut bien se sortir de cet état d'esprit comptable, fiscal, financier. Donc, ça veut dire que si une personne passe à l'IS, elle perdrait ce report de déficit. Dans l'exemple que je viens de foncier. donner, oui, si jamais je n'ai plus d'autres biens immobiliers taxés en revenus fonciers. S'il me reste quelques dossiers, j'ai un déficit foncier qui peut encore être imputable pendant 10 ans. Il me reste quelques autres revenus fonciers. Je peux encore utiliser ce report. Néanmoins, souvent, ce qui peut arriver, c'est que j'ai un ou deux biens, et malheureusement, peut-être dans la même société civile immobilière. C'est pour ça qu'une autre question qu'on n'a pas posée, c'est est-ce qu'il y a une utilité d'avoir dans une société civile immobilière plusieurs biens? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt d'avoir plusieurs sociétés civiles immobilières avec une société égale un bien? Je pense que c'est plus judicieux en ce sens où ça nous laisse plus de latitude de faire des choix demain, de vendre soit uniquement le bien, soit uniquement des parts. On pourrait vendre des parts. Moi, j'ai deux réponses par rapport à ça, et ok, c'est justement une question intéressante. Moi, je connais des gens qui ont plusieurs SCI, ok, Oui. qui vont justement dire j'ai plusieurs SCI pour avoir plusieurs biens pour finalement bénéficier d'une fiscalité. Ils ont par exemple holding, 5 SCI, 6 SCI, ok, et ils ont pour bénéficier d'une fiscalité à 15 au lieu de 30. Donc, Non, ça, c'est quand, oui, mais ça, c'est quand vos sociétés civiles détenues en bas sont soit à l'impôt sur les sociétés, soit sont à l'impôt sur revenu, avec un associé holding à l'impôt sur les sociétés. est-ce que ça c'est légal? Est-ce qu'on Bien peut pas sûr, dire c'est ça? légal. Est-ce qu'on peut avoir une holding? Ah bon, on ne peut pas vous reprocher. On peut très bien dire vous On aurez peut pas plusieurs vous dans la SCI. Non, on ne peut pas vous reprocher d'avoir délibérément créé 5 sociétés. Parce que sur un plan économique, ça se justifie. Pour quelle raison? Ça me laisse la possibilité d'avoir peut-être d'autres associés. Je ne suis pas toujours Et obligé si c'est d'avoir toujours les les mêmes mêmes associés dans toutes les SCI. Mais même si ce sont les mêmes associés, alors on ne Donc, peut pas on peut vous avoir- reprocher d'avoir Alors attention, je vais quand même préciser un truc dans votre exemple. Dans votre exemple, vous me dites, on a une holding et imaginons, nous avons 5 sociétés civiles immobilières en bas. Il y a 2 points. Soit les 5 sociétés civiles immobilières sont à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Et effectivement, chacune va être jusqu'à 38 120, vous savez qu'on est taxé encore aujourd'hui jusqu'à 15%. Et effectivement, chacune va déclarer son propre impôt sur les divise par sociétés. deux l'imposition, quoi. On divise, en fait, vous gagnez 18%. Ouais, on divise par- 13% plutôt, 13%, On divise avec par une deux tranche à l'imposition. 28%. Bon. Après, vous avez l'autre cas de figure. Et ça c'est légal. Bien évidemment que c'est légal. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu de redressement où vous aurez reproché d'avoir détenu plusieurs biens immobiliers dans plusieurs sociétés Après, civiles immobilières. l'autre argumentaire qui va à l'opposition de ça, c'est de dire voilà, je revends un bien,
Dans une SCI à Liège, je fais une plus-value exceptionnelle Oui. et j'ai la restauration d'un autre bien. Mhm. Un petit déficit, un ressablage, quelque chose comme ça. Oui. Donc j'ai un revenu exceptionnel qui va faire passer l'IS à 30. Oui. Et donc là, ce que je veux, c'est justement utiliser Le cash d'une société le cash pour une qui autre sera taxé société. à la prochaine impôt pour justement faire les travaux sur un autre bien et En venir fait- écraser et bénéficier Alors. de ce différentiel. Non, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, imaginons, je reprends votre exemple, vous avez une holding avec 5 sociétés civiles immobilières en dessous qui sont taxées Ça, c'est un autre elles-mêmes exemple. à l'impôt sur les sociétés. Mais à l'intérieur d'une de ces sociétés, vous vendez un bien. Il y a plusieurs biens dans cette société, dans une société. Dans une société, il y a plusieurs biens, et vous en cédez un, et il génère du cash. Et vous vous dites, j'ai une autre société qui a besoin de cash, et peut-être que sur le marché bancaire, je n'arrive pas à lever de la Elle n'a dette. pas besoin de cash. Elle a besoin de faire des travaux qui peuvent être, Oui, mais il faut bien les financer, ces travaux. voilà, qui seront financés. Donc, Et l'avantage, c'est qu'on peut les financer, vous voyez, par un emprunt bancaire, par exemple, et utiliser le différentiel qui reste de la première vente. Imaginons, je ne sais pas, on a fait une plus-value d'un certain montant, on va dire 60 000, il reste 20 000. Ok. Là, il y a par exemple 10 000 euros de travaux ou 15 000 euros de travaux de ressablage du bien, imaginons, qui peut être mis en déficit sur une année. Ben, ça permet de financer de la dette auprès d'un prêteur, de venir écraser le résultat comptable de la société. En diminuant, ça veut dire qu'on vient diminuer par exemple de 20 000 le résultat. Non, parce que là, dans l'exemple que vous m'avez exposé, c'est chaque société est taxée individuellement à l'impôt sur les sociétés. Donc il y en a une qui Non, fasse c'est du un autre- bénéfice c'est un- ou un déficit, ça ne joue pas. C'est un autre exemple. Non, l'autre exemple en fait qui fonctionnerait, ce serait le suivant. Vous avez une holding et vous avez 2 sociétés. IS à l'impôt sur le revenu, d'accord? Et vous avez une holding à l'impôt sur les sociétés. Non, on est que, ouais, ok. Ce qui se passe en réalité, c'est que cette fois-ci, ce ne sont plus chaque société civile qui vont être taxées, c'est que je vais remonter chaque année la quote-part de résultats provenant de ces sociétés à ma holding, qui elle est taxée à l'impôt sur les sociétés. Et c'est ici où cette fois-ci, je ne vais plus calculer celle-ci est en bénéfice, celle-ci est en bénéfice, celle-ci est en perte, ou à l'IS, celle-ci, les deux paieraient de l'impôt, celle-ci non. Maintenant, on va calculer l'impôt entre guillemets du groupe, non pas individuellement au sein de chaque société civile immobilière, mais au niveau de ma holding. C'est-à-dire que oui, elles sont à l'impôt sur revenu de base, mais comme elles sont détenues par une holding à l'impôt sur les sociétés, dans ce cas-là, c'est ma holding à l'impôt sur les sociétés qui va déclarer l'impôt sur les sociétés. Et elle va faire la masse des bénéfices et des déficits provenant de l'ensemble de ses filiales. Et effectivement, dans ce cas, il pourrait être amené à optimiser fiscalement l'opération globale. Alors là, je voudrais continuer là-dessus, mais malheureusement, on a un timing assez serré. Oui. Ok, donc la deuxième partie, c'était de savoir, imaginons maintenant, toujours dans le passage de l'IR à l'IS, on revend un bien dans une année, par exemple, et on fait une plus-value. Plus-value qui est taxée chez le notaire, on a l'IR. Oui. Et entre deux, l'année d'après, on passe à l'IS. Et on peut changer les associés, par exemple en mettant de holding, avec les mêmes personnes qu'il y a derrière, sauf qu'on n'a plus les mêmes associés. Les associés ont pris le résultat l'année en cours, mais en fait, le comptable, au moment où il va voir ce résultat, il va voir que les associés ont pris l'argent, il va forcément le mettre en compte courant débiteur. Alors, il va mettre en compte courant débiteur la quote-part d'impôt qui a été précomptée par le notaire. Tant qu'il n'y a pas eu l'assemblée générale, l'établissement des comptes, au moment où le comptable va voir le virement, il va avoir le virement du notaire au compte de la SCIR, les associés vont prendre C'est pour ça qu'idéalement, il faudrait faire une assemblée générale extraordinaire au moment de la session. Et pour bien préciser que le résultat extraordinaire est imputé aux associés présents à telle date, ce qui éviterait d'avoir une problématique. Parce que sinon, on se retrouve l'année d'après, modification des associés holding. On se retrouve avec un compte courant débiteur. On se retrouve avec un compte courant débiteur avec une société à l'IS. qu'on ne peut plus distribuer parce qu'il n'y a plus d'associés. Donc il faut faire une Ce ne explication. sont plus les mêmes associés. Si on oublie et on laisse passer ça, on se retrouve 10 ans après avec un compte courant débiteur. Okay, alors que finalement, on a juste respecté la législation et qu'on a juste oublié de faire une AG à un moment donné qui a transformé la plus-value Il faut préciser, exceptionnelle. effectivement, il faut à un moment donné se réunir entre associés et préciser qui perçoit ce résultat, effectivement. Et sinon, on se retrouve, donc imaginons... Préciser que ce sont les associés présents au jour de la cession du bien immobilier qui sont propriétaires, entre guillemets, du résultat exceptionnel, puisque de toute façon, eux, à titre personnel, ont payé l'impôt.
Voilà, chez le notaire. Hmm. Donc on peut se retrouver, donc on a payé chez l'impôt chez le notaire, et en plus on se retrouve avec un compte courant débiteur. C'est-à-dire si on n'est pas informé de ce petit échange-là, on peut se retrouver 10 ans après être passé à l'IS, avec un compte courant débiteur de travaux qui ont créé un déficit reporté dans les capitaux propres, qui ont été mis par erreur associés au compte courant d'associé débit, plus des ventes qui ont été comptabilisées en mouvement de cash, qui ont été comptabilisées en compte courant d'associé parce que derrière, l'année d'après, il y a eu un changement d'associé ou parce qu'il n'y a pas eu d'affectation des résultats de cette vente exceptionnelle aux associés. Et on se retrouve 10 ans après avec un compte courant débiteur, par exemple, d'un certain montant qui peut être parfois juste hallucinant. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments auxquels il convient réellement de prêter attention parce que dans les modifications de l'option fiscale, yes, ou de propriété des actionnaires où on a des sociétés commerciales, on peut se retrouver dans des situations qui sont... d'où la conclusion un petit peu de tout cet échange que vous partagez, à mon sens que moyennement, c'est que c'est peut-être plus simple pour une personne d'avoir une approche IS directe, de pouvoir bénéficier d'amortissement, d'avoir un résultat moins, et de pouvoir finalement avoir un coût d'opportunité plus important, et d'éviter des requalifications lors de passage de l'IR à l'IS plus tard. Ça, c'est une première sensation que j'ai. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur le principe, c'est parce que je ne voudrais pas être manichéen, et blanc ou noir. À chaque fois, c'est une étude. Il faut savoir qu'on va prendre des décisions sur un plan fiscal qui, dans 5-10 ans, doivent être revues en fait. Ce n'est pas parce qu'on prend une décision aujourd'hui qu'elle est vraie toute la vie. Je ne suis pas contre les sociétés civiles immobilières à l'IS tout de suite. La seule chose, c'est que je dis qu'il faut étudier la situation, bien connaître les tenants et les aboutissants, faire une étude prospective sur 25 ans du cash généré sur l'ensemble de l'opération pour voir réellement le delta. Comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que sur 25 ans, la réalité est vraie ou pas ? Ça dépend. Oui. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question sur la cession de la plus-value. Je vous coupe quand même par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont modélisé des tableaux de flux de trésorerie, des analyses DCF, IRIS, et qui ont finalement modélisé que c'était pareil. Non, ce qui est différent. Pas nécessairement pareil, parce que tout dépend de la sortie. En fait, en réalité, tous les tableaux que vous m'indiquez, les DCF que vous m'indiquez, en réalité, ils ont tous la même hypothèse. Comparaison trésorerie, impôt sur revenu, impôt sur les sociétés, jusque-là, il n'y a pas de souci. La problématique, c'est qu'à la fin, entre guillemets, si c'est pas vraiment une problématique, mon propos n'est peut-être pas le bon, c'est que on part du principe qu'au bout de 25 ans, je vends, et donc je touche le cash quand je suis en impôt sur revenu. Donc quand je suis en impôt sur les sociétés, je dois faire le même raisonnement, c'est-à-dire je touche le cash en une fois. Mais qui me dit qu'une fine, au bout de 25 ans, quand je vendrai le bien, je prendrai le cash à 100%. On n'a pas de certitude. Mais on est bien d'accord que dès le départ… ça renforce… Non, ça ne renforce pas votre propos. La seule chose, c'est que dès le départ, on va prendre des hypothèses. Bien évidemment. Et les hypothèses doivent être revues tout au long. Une chose Et ce qui est important, c'est que au niveau, c'est même pas que fiscal, c'est surtout sur un plan patrimonial. Au coût d'opportunité. Mais peut-être le coût d'opportunité. Vous avez raison sur le coût d'opportunité. Il fallait que je le mette, c'est ça ? Voilà, c'est ça. La seule chose, c'est que ce qui est important, c'est de savoir que sur un plan patrimonial, et ce serait ma conclusion, c'est qu'une décision prise aujourd'hui ne sera pas toujours vraie pendant 10 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, parce que vous pouvez commencer à vous constituer, vous n'êtes pas marié, ou vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez qu'un enfant, dans 10 ans, vous vous retrouvez avec 2-3 enfants. Il y a plein de situations qui, à un moment donné, je n'aime pas dire, quand je rencontre de nouveaux clients, oui, voilà ce qui a été fait antérieurement, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je n'ai pas jugé. La réalité, c'est qu'une décision qui a été prise à un instant T était peut-être bonne avec les paramètres de l'instant T. Maintenant, le but, c'est de dire, c'est jamais figé. Rien n'est figé juridiquement, rien n'est figé fiscalement et rien sur patrimonialement parlant n'est figé. Il y a des choses qu'on sait. Premièrement, le coût d'opportunité, ça veut dire le fait d'être taxé moins maintenant, ça permet d'acheter plus maintenant. Alors effectivement, si je suis moins taxé, je peux penser qu'en termes de trésorerie personnelle, soit je réinvestis, soit je vais pouvoir me générer du cash individuel plus important. Mais alors dans ce cas-là, pour aller jusqu'au bout de votre raisonnement que je partage, c'est le cash que je génère grâce à cette option, qu'est-ce que j'en fais ? Je réinvestis évidemment. C'est votre philosophie et je l'accepte, mais ce ne serait peut-être pas la philosophie de tout le monde. Deuxième chose, par rapport à cette façon de voir, c'est aussi de voir la fréquence à laquelle on revoit la fiscalité IRIS.
Ça veut dire... Après, attention, la Là, on voit, fiscalité par IRS, exemple- en principe, une fois que vous avez opté à l'impôt sur les sociétés, Non, je parle pas vous de ne ça. pouvez plus revenir, sauf que depuis la loi de finances de mémoire 2019, dans les 5 années de l'option, vous avez encore une possibilité de revenir. Je parle pas de ça. Je veux dire, par exemple, on voit depuis 30 ans. L'IR a Oui. été revu peut-être, je sais pas, 20 fois, 30 fois. L'IS a été revu quoi, 3 fois. Ça veut dire que la fréquence, alors qu'on voit que par exemple, la législation d'intégration fiscale n'a jamais été revue, parce que c'est une législation européenne. En termes de certitude, il y a quand même moins de chances de changement. Là, on voit par exemple qu'on nous a mis l'autorisation avec le permis de louer, nouveauté qui vient d'arriver. Tout ça, ça a des impacts. Toutes ces nouvelles, le législateur, il a des impacts assez lourds. Donc, par rapport à ça, l'IS offre une certitude. C'est une de certitude prédictibilité. qu'au niveau des revenus fonciers, la fiscalité est de plus en plus confiscatoire depuis des années. Voilà. Entre soit je peux déduire, pas déduire, même si là c'est assez stable, mais c'est surtout effectivement quand vous êtes taxé à une tranche marginale, même déjà de 30, Usurier. 41, 45, et vous ajoutez la CSG de 17, 20, effectivement, ça peut être confiscatoire. Mais après, c'est parce que là, la vidéo était quand même focusée sur impôt sur revenu, impôt sur les sociétés, mais il y a d'autres montages qui nous permettent aussi d'optimiser l'acquisition d'un revenu immobilier à moindre coût, avec des démembrements, pas de démembrement. Voilà, il y a d'autres sujets, ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'autres vidéos, que l'on pourrait se poser pour optimiser la fiscalité. Mais effectivement, à ce jour, si on s'arrête sur les revenus fonciers, la fiscalité, oui, on pourrait presque dire qu'elle est confiscatoire. J'avais encore des questions, mais on est pris au niveau du timing. Donc, On se reverra. merci beaucoup, monsieur Linto. C'est un plaisir.